Ouais, on est bon. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer ce talk avec deux petites questions pour se mettre dans le bain. Qui a déjà eu dans son projet un fichier qu'il n'osait pas toucher, de peur de tout casser? Okay. Je vois que je ne suis pas seul, ça me rassure. Et qui a déjà essayé de supprimer ou refaire ce fichier pour que ce soit moins fragile? Et ça s'est bien passé? Oui. Ça dépend. C'est quoi bien? Ouais, bien, c'est que normalement c'est mieux que tu as moins peur après. Alors, ah non. Ok. Bon, ce qui est cool, c'est que ça a permis d'introduire deux termes qu'il y a dans ce titre, qui est un peu compliqué, certes. Le premier, c'est code legacy. J'aime bien la définition qui dit que du code legacy, c'est du code qu'on a peur de toucher, en fait, tout simplement. Généralement, c'est du code qu'on a hérité de quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un d'autre comprend ce code, mais nous, non. Et la deuxième partie, c'est décommissionnement, qui est un mot qui fait un peu peur, mais qui en fait revient à supprimer ou remplacer du code legacy, pour enlever de la complexité. Donc l'enjeu de ce talk, ça va être comment on fait quand on a du code comme ça sur la codebase JS, qu'on veut s'en débarrasser mais qu'on ne veut pas tout péter, et qu'on bosse en équipe. Alors, ce talk est inspiré d'un décommissionnement qui a réellement eu lieu en clientèle. Donc, je ne vais pas vous montrer le code de ce client qui est confidentiel, donc on va le réappliquer sur un projet open source que vous connaissez peut-être déjà, certains d'entre vous, qui s'appelle openwide.org et qui est un réseau social musical que j'ai commencé à coder en 2012 quand je faisais mes débuts en Node.js. Donc, spoiler alert, il va y avoir du code qui pique les yeux, mais tout va bien se passer. Alors, il était une fois un vieux module de cache qu'on souhaitait supprimer, toujours dans cette codebase. Le problème, c'est que ce cache, il était utilisé un peu partout dans le code. Donc là, vous allez voir ce cache, il s'appelle usernames, et on a plein de fonctions qui utilisent usernames. Comment on fait pour enlever ce cache sans tout péter? Alors, parlons de stratégie. Il y a plusieurs manières de faire. La manière peut-être la plus évidente qui vous vient en tête, c'est de remplacer à la source. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre ancienne fonction et hop, vous l'intervertissez avec une nouvelle qui est moins legacy. Donc ça a l'air facile, mais ça l'est pas toujours. Donc en gros, vous allez remplacer votre usernames par un users proxy qui va faire des recherches en DB, par exemple. Deuxième méthode, c'est la défactorisation. En anglais, on appelle ça inlining. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez copier-coller le code legacy partout où il est utilisé. Alors si c'est vraiment du gros legacy, vous n'aurez peut-être pas envie de faire ça. L'avantage, c'est que si vous faites ça, vous allez pouvoir customiser chaque copie que vous faites. Vous allez l'adapter au contexte et vous ne garderez que les parties du code qui sont importantes pour chaque use case. Et enfin, la dernière, qui est un peu le catch-all, c'est le cas où vous ne pouvez pas faire les deux autres, c'est le décommissionnement progressif. Et ça consiste à dire, comme il y a beaucoup de fonctions qui appellent notre cache, en fait, on va débrancher nos fonctions une par une, en fait. On va y aller progressivement, tranquille, on avance lentement mais sûrement. Et quand tout sera débranché, on pourra supprimer l'ancien code. Et tout le monde sera content. Donc, vous l'avez compris, nous, on va plutôt aller dans cette direction-là, mais ça va venir avec tout un lot de challenges qu'il va falloir sauver. Premier challenge, vous ne bossez pas seul dans votre équipe, il y a plusieurs développeurs et développeuses. Qui vous dit que quelqu'un ne va pas s'amuser à utiliser votre cache alors que vous êtes en train de bosser dur pour débrancher ce cache? Donc là, déjà, c'est un peu contre-productif, on risque de perdre du temps. Et à la rigueur, on peut s'en rendre compte si on prévient l'équipe qu'il ne faut pas utiliser usernames. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est si votre équipe commence à écrire du code qui s'appuie sur du code qui lui-même s'appuie sur le cache. Parce que là, du coup, c'est beaucoup moins évident de voir le lien qu'il y a entre la nouvelle feature et le cache dont on veut se dépêtrer. Donc voilà, on va regarder ensemble comment on fait pour éviter que notre équipe elle rajoute de la dépendance sur ce cache alors que nous, on veut s'en débarrasser. Alors vous pourrez me dire, on peut le marquer comme deprecated. Okay, ça, à chaque fois qu'on utilise usernames, vous voyez plus mon écran. Si, il y a juste une slide de décalage chaque fois. Ah ouais. Ah oui, c'est un délire. Ok. Donc vous pouvez me dire, on peut utiliser deprecated. Alors deprecated, c'est bien. Effectivement, chaque appel à votre cache, il va être souligné dans l'IDE, le linter, il va râler, etc. Par contre, les fonctions qui utilisent usernames, ici, elles ne sont pas marquées automatiquement comme deprecated. Donc tout ce qui est référence de second degré, on n'est plus au courant qu'on touche quelque chose de fragile. Donc cette solution, elle ne va pas suffire. Ah, des fois ça marche. Voilà, là c'est bon. Donc, pour rappeler le but, on veut décommissionner, donc on veut retirer ce cache progressivement, donc ça peut durer des jours, des semaines, voire des mois. On voit que deprecated pour informer la team, ça ne suffira pas. Donc il va falloir qu'on compte nous-mêmes les références directes et les références indirectes. En gros, sur la liste Père Noël, on a un truc. C'est vraiment challenging de. Ça y est.
En gros, ce qu'on aimerait, c'est un truc comme ça, qui peut tourner en intégration continue et en local, et qui nous indique combien on a de références au total, donc c'est écrit tout en haut, là, on a 78 références, sur usernames. Et que si jamais le développeur ou la développeuse, quand elle rajoute du code, elle fait augmenter ce chiffre, l'intégration continue, elle fait stop, 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 tu ne fusionnes pas ça, parce que tu es en train de rajouter de la dépendance. Donc ça, c'est la liste au Père Noël, et on va voir comment on peut s'y prendre. J'essaie de trouver des tricks pour ne pas avoir à monter et descendre. Alors, comment ça fonctionne? En gros, on va créer un arbre de référence qui a username à sa tête, et toutes les branches ici représentent des chemins d'appel en partant des fonctions directes aux fonctions les plus indirectes. Donc là, par exemple, username est appelé par getUserPref, qui est appelé par renderPostAsync. Donc à la fin, vous avez un bar arbre comme ça qui représente tout votre usage de la fonction. Et pour savoir si les développeurs ont rajouté de la dépendance ou pas là-dessus, en fait, on va compter tous les nœuds de cet arbre, tout simplement. Et si le nombre de nœuds a augmenté, c'est qu'on a rajouté de la dépendance. Et donc, on va être embêté. Pour utiliser ça, pour faire ça, on va utiliser un truc qui s'appelle le AST. En anglais, c'est Abstract Syntax Tree. C'est un arbre, c'est une représentation de votre code qui, au lieu d'être des fichiers texte, ça va être un arbre dans lequel on va pouvoir se balader. Donc, on va pouvoir écrire des scripts qui se baladent dans le code source sans avoir à parser des fichiers JS ou TS. On va faire une petite démo. Je vais vous montrer comment ça marche. Ouf, il m'a suivi, c'est cool. Ça, on va l'enlever parce que c'est du bruit. Alors là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. En gros, l'AST, c'est ce qui est à droite et le code source, c'est ce qui est à gauche. Imaginez, vous créez une fonction. On va supposer que username, c'est une fonction. À la rigueur, peu importe. Ce qui est marrant, c'est qu'à droite, on voit marqué function declaration. Et tout ce bloc, en fait, tout ce bloc, c'est une déclaration de fonction. À l'intérieur de function declaration, on a deux nœuds. On a un nœud identifier et un nœud bloc. Et on peut se balader comme ça. Si dedans, vous appelez console.log, vous voyez que console.log, il va aussi être analysé. Il va être analysé comme étant une expression d'appel contenant l'accès à une propriété, donc la propriété log de console. Et on lui passe une chaîne de caractères littérale. Donc vraiment, vous avez vraiment tous les tokens de parsing de votre code source qui sont exprimés de manière un peu sémantique. Ce qui va nous intéresser, nous, pour calculer les références, c'est de dire, si j'appelle username dessous, comment c'est compris par l'AST? Là, on voit par exemple qu'ils appellent ça un call expression, qui contient toujours un identifier, donc en l'occurrence qui est username ici. Donc maintenant qu'on sait qu'on a déclaration qui a un identifier et le call, donc l'appel qui a aussi un identifiant, on va pouvoir mapper les deux et construire notre arbre comme ça, grâce à l'aide de l'AST. Donc voilà pour ce qui est... C'est toujours une galère pour revenir. On y arrive. Comment on fait pour faire ça? Alors première chose, il va falloir trouver la fonction dépréciée dans la codebase. Et une fois qu'on l'a, on va demander à l'AST, trouve-moi les références vers ça. Alors tous les AST ne font pas ça automatiquement. Celui qu'on va utiliser s'appelle tsmorph et lui, il nous le fait gratuit, out of the box. On va devoir quand même écrire un petit peu de code, notamment la récursion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les références, on dit c'est bien beau, mais maintenant il faut remonter à la fonction qui a mentionné une référence vers le cache. Et quand on a cette fonction-là, on peut chercher les références de cette fonction-là. Donc en fait, on veut appliquer le même principe récursivement. Grosso modo, ne vous sentez pas obligé de tout lire, on va utiliser tsmorph. On récupère le projet, le source dans lequel la fonction dépréciée est mentionnée. Find references as node pour récupérer les références. Et ensuite, donc je ne l'ai pas fait de manière récursive pour l'instant, pour simplifier un petit peu, mais on fait en gros une boucle for qui va itérer sur un tableau et qui va rajouter des éléments de tableau au fur et à mesure. Et les tableaux, c'est les fonctions pour lesquelles il faut chercher des références. À la fin, on a un énorme tableau avec que des références dedans, et on peut faire du console log pour afficher les numéros de ligne et les noms de fichiers. Et les noms des fonctions, surtout. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, à la fin, on a une sortie comme ça, qui est la liste de tous les fichiers avec leur numéro de ligne, l'appelant, l'appelé. Donc, par exemple, on voit ici qu'on a username qui est appelé par getUserProps. getUserPref est appelé par newFeature, et newFeature est appelé par personne. Il est au top level du programme. Donc voilà pour la... En fait, il suffit de bouger la souris, c'est ça le truc. Ok. Donc, grâce à ça, on peut reconstruire notre arbre. Et donc, on peut compter enfin nos références indirectes. Bon, j'ai déjà fait le disclaimer, c'est du vieux code. Ne vous en inspirez pas, d'accord? Ne faites pas ça chez vous. Et n'essayez pas de comprendre le code, c'est assez complexe à comprendre. Ce qu'il va falloir surtout retenir, c'est la méthode. C'est comment on s'y prend. C'est parti pour le décommissionnement. Alors, première chose à faire, c'est par où on commence. On a vu, l'arbre, il est assez grand, il est assez profond.
Est-ce qu'on commence par la branche la plus longue, avec la fonction qui appelle la fonction qui appelle la fonction? Je ne vous recommande pas. On va plutôt prendre la branche la plus courte pour commencer, pour se faire la main. Alors pour ça, on a un outil qui est chouette. Enfin, on a un outil. J'ai développé un outil qui fait ça, avec les AST, qui s'appelle TopRef. Et quand on appelle TopRef, en fait, il va circuler dans mon code et il va me trouver quelles sont les branches de l'arbre qui sont les plus profondes et quelles sont les moins profondes. Vous voyez que tout en haut, on a un arbre qui a une profondeur de 200. Donc celui-là, on va éviter de se frotter à celui-là pour commencer. On va plutôt aller dans le bas de l'arbre et on va dire, tiens, celui-là, je sais par exemple qu'il n'est pas très profond, il n'est pas très compliqué. API/follow. Est-ce que ça va la taille du texte? Vous arrivez à voir à peu près? Ouais. Top. Donc là, follow, c'est quoi? C'est un contrôleur, c'est une route d'API. Alors, pour rappel, c'est un réseau social qu'on est en train de modifier. Donc là, on a une route d'API qui appelle une autre fonction qui s'appelle follow, qui a pour seul but d'enregistrer le fait qu'une personne elle a décidé de suivre une autre personne sur le réseau social. Voilà tout ce qui se passe ici. Donc effectivement, c'est assez bateau. Ce qui est un peu moins bateau, c'est effectivement la lecture de ce code-là, avec des trucs un petit peu cryptiques. Mais comme je vous ai dit, on ne va pas trop s'y éterniser. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le fameux username, le fameux cache de nom d'utilisateur dont on veut se débarrasser. Comment on fait pour éviter de tout péter? Alors ça, CF des précédents talks que j'avais donné ici, on va faire du safe refactoring. Donc on va s'appuyer un maximum sur l'éditeur pour faire ça correctement. Donc là, je fais commande Shift-P pour ouvrir la palette de Visual Studio Code. Il y a une commande qui s'appelle refactor et je fais extract to constant in enclosing scope. Et ça va me déplacer le code que j'ai sélectionné. Et je vais dire que ça, c'est la personne qui follow. Donc c'est le follower user. Et donc là, le code qui était avant passé ici, il se retrouve dans une constante. On va faire pareil pour la deuxième mention à username, sauf que lui, on va lui dire que c'est le following user. Voilà, donc maintenant, on a... c'est toujours moche, mais c'est un peu moins moche parce qu'on sait quoi et quoi, d'accord? Et tout l'enjeu, ça va être de remplacer cet appel à username par un appel en base de données, en fait. On va aller chercher à chaque fois qu'il y a une demande de souscription, on va faire nos recherches comme des grands, sans passer par le cache. Alors, pour faire ça, on a à notre disposition une fonction qui s'appelle fetch by UID. UID comme user ID. Et cette fonction, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Cette fonction, elle prend quoi? Elle prend un user ID en paramètre et elle nous retourne. Non, il faut lui passer une fonction callback qui prend un. Alors, vous avez vu, il n'y a même pas de traitement d'erreur, c'est du très vieux code. Elle prend un user en paramètre et donc c'est ça qu'on veut récupérer. Donc là, le user ID, a priori, c'est ce qui est passé à username ici. Donc je ne m'embête pas, je le copie-colle. Et le user, là, on a embêté parce qu'on a du callback et moi, j'ai pas envie de faire un callback L ici. Donc on va créer une petite promesse au passage qu'on va await. Et on va dire que cette promesse, elle va resolve dès qu'on obtient l'utilisateur. Je crois qu'il doit manquer peut-être une parenthèse. Voilà, c'est ça. Donc là, on a une première routine pour récupérer le follower user depuis la DB. On va faire la même pour la deuxième. Donc on va faire following user et on va lui dire await new promise resolve. Et on va résolve quoi? On va résolve un appel à fetch, pareil que tout à l'heure, by UID. L'ID en question, c'est ce truc-là. Je ne veux pas savoir ce que c'est, mais apparemment c'est ça l'ID, donc OK. Et quand on récupère notre user, on va appeler le resolve de cette promesse avec le user. Et normalement, là, le seul truc qui reste à régler, c'est que là, on a du await dans une fonction qui n'est pas async, donc on va la rendre async. Et le tour devrait être joué. Donc voilà. Là, on vient de retirer deux références de notre cache sur une petite fonction, mais au moins, il n'y a pas de ramification. On sait que le code, il s'arrête là. Il n'est plus utilisé ailleurs dans ce chemin-là d'accès. En temps normal, il faudrait lancer les tests, mais bon, c'est une tannée de lancer les tests sur cette codebase. Je ne me souviens jamais comment on fait, donc on va s'économiser cette étape. En tout cas, vous voyez que l'algo qu'on a développé pour faire ça, il est bien pour deux choses. La première, c'est qu'il nous permet de savoir combien de références on a dans la codebase et donc voir si ce nombre de références va augmenter ou pas. Donc ça permet d'aider, quand on bosse en équipe, les gens d'éviter d'ajouter la dépendance sur quelque chose qui va disparaître. Et la deuxième fonctionnalité chouette, c'est que ça crée une cartographie, le fameux arbre, qui nous permet de décider par où on va attaquer le problème en fait. Est-ce qu'on commence par la plus longue branche ou est-ce qu'on commence par la plus petite branche?
En termes de perspective, on pourrait utiliser une approche similaire si vous vouliez, imaginez vous avez un monolithe et vous voulez extraire des microservices depuis ce monolithe, ben vous pourriez aussi utiliser de la ST pour ce genre de choses. Vous pourriez dire, bah, tiens, pars de cette route-là, regarde tous les appels de fonctions qui sont faits et construis-moi l'arbre de dépendance pour que je vois jusqu'où il faut que j'aille creuser dans la code base pour créer ce microservice. On pourrait en faire un plugin ESLint, en théorie. Moi, je n'ai pas essayé, hein, mais je suppose que ça pourrait en faire un. À savoir que si jamais vous réutilisez ce script-là, je vous donnerai un lien à la fin, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Il n'est pas complet le script. Vous savez, JavaScript, il y a plusieurs manières d'écrire des fonctions. Il y a avec le mot-clé function, il y a avec function utilisé en deuxième position, il y a les fataro, et il y a aussi des problèmes de référence dynamique. Par exemple, vous pouvez connaître le nom de la fonction que en runtime. Alors ça donne un peu plus de calcul pour faire ça avec la ST. Donc voilà, le truc n'est pas suffisamment parfait pour être partagé avec la communauté, mais on pourrait le faire. En conclusion, si jamais vous êtes dans la même situation que celles et ceux qui ont levé la main tout à l'heure, donc du vieux code que vous voulez vous débarrasser, c'est important de prendre le temps de choisir votre stratégie. Celle que je vous ai montrée, ce n'est pas la plus simple. Par contre, elle a l'avantage de vous permettre de vraiment débrancher progressivement et donc de ne pas faire un bing bang, de ne pas faire un tunnel qui va prendre des semaines. Vous pouvez vraiment y aller petit à petit. Si jamais vous y allez dans cette voie-là, donc avec des commissionnements progressifs, la ST, on a vu que ça nous permettait non seulement de prévenir l'équipe si jamais elle rajoute de la dépendance sur ce qu'on souhaite retirer, et ça nous permet aussi de savoir dans quel ordre on va faire les choses. Donc ça, c'est chouette. En termes de conseils, même si là, je n'ai pas du tout donné le conseil en le faisant, ayez une bonne couverture de tests, parce qu'en faisant ça, vous risquez de péter des choses. Donc si vous avez des tests, ça devrait normalement vous aider à détecter vos problèmes. Et à défaut, et dans tous les cas, faites-le, déployez fréquemment en production. Quand je dis fréquemment, c'est à chaque fois que vous retirez une référence, déployez. Au moins, si vous avez fait une merde, vous le saurez très très vite en prod. Au pire, on rollback, c'est pas grave. Mais il vaut mieux ça que mettre en prod un énorme tunnel de refactoring qui a duré 2 mois. Parce que là, si ça pète, vous ne saurez pas où est-ce que ça va péter. Ça va être juste un enfer. Donc, il vaut mieux aller avec cette approche-là. Si jamais vous aimez bien ce type de manipulation, on a fait, c'était l'an dernier avec 2 copains de chez Shodo, on a donné un talk à Devox qui faisait à peu près le même exercice, mais pendant 3 heures. Et on a passé une feature en architecture hexagonale. Vous avez vu la gueule de la code base, c'était assez sport à faire. Et le talk était très très structuré, on y allait vraiment de manière chirurgicale. C'est pour ça qu'on était déguisé en chirurgien le jour de la presse. Donc elle est facilement trouvable sur YouTube. Et je voulais vous partager quelques références aussi, si ça vous a plu, ce type de manipulation. Ça, c'est la Bible, pour ceux qui bossent avec du code legacy. C'est le livre de Michael Feathers. Le deuxième livre, c'est un francophone qui l'a écrit, donc il existe une version française, Legacy Code First Aid Kit, qui est très pratique, très accessible, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en legacy ou en refactoring. Et le dernier, c'est la Bible du refactoring. Donc là, c'est pour, ça veut dire quoi inline, ça veut dire quoi extract, etc. Là-dedans, vous trouvez toutes ces recettes expliquées. Elles sont en partie expliquées dans le premier aussi, mais le dernier est plus dans les détails. Je sais pas s'ils existent en français. Celui du milieu, oui, les 2 autres, je ne sais pas. Je ne me suis pas présenté, donc je vais le faire vite fait. Je m'appelle Adrien Joly, je travaille dans une ESN qui s'appelle Shodo, une petite ESN parisienne. Et ma spécialité, c'est d'intervenir en clientèle dans des code bases qui sont faites en JavaScript ou en TypeScript, et généralement dans des équipes qui sont un peu perdues sur leur code base, qui ont perdu la maîtrise de leur code base. Je les aide à retrouver de la visibilité et de la maintenabilité dans leur code base. Donc n'hésitez pas à venir papoter avec moi tout à l'heure, on pourra parler de ça plus profondément. Merci pour votre attention.